suis Karel Dogué, je suis docteur en droit de l'Université de Montréal, enseignant-chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi et actuellement directeur général de l'ERSUMA, entendez l'École régionale supérieure de la magistrature de l'OHADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Il y a de cela 30 ans, lorsque un investisseur voulait venir au Togo, il devait s'assurer d'aller sur le terrain pour voir les textes qui étaient applicables au Togo. Lorsqu'il voulait venir au Bénin, il allait venir aussi au Bénin pour faire pareil. Mali, Burkina, Niger, Côte d'Ivoire, Centrafrique, Gabon, Cameroun, Tchad, etc. Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, c'est les pays de l'espace OHADA. Et aujourd'hui, à l'opposé d'il y a cela 30 ans, en parcourant le droit des affaires de l'OHADA, il sait que c'est le même droit qui s'applique dans tous ces États-là. Ça veut dire qu'il y a déjà une facilitation de l'investissement qui est faite par l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, qui permet justement de faciliter les investissements et d'améliorer le cadre juridique, le cadre structurel même de l'investissement dans les 17 États. Je peux déjà dire qu'il y a une étude d'impact économique qui a été faite et qui permet d'établir de manière scientifique que les actes uniformes de l'OHADA, le corpus juridique de l'OHADA, a contribué significativement à l'amélioration des investissements dans l'espace africain et a donc permis de créer une plus-value, une croissance économique certaine. Il faut pouvoir faire le lien de cause à effet, la causalité. Et cette causalité-là, c'est justement, elle est due à l'interconnexion entre le politique, le juridique, l'économique. Tout ça est lié. Nous sommes dans un écosystème où le monde est globalisé et cette mondialisation du droit comme mondialisation de tout ce qui est relatif aux politiques publiques et mondialisation aussi qui entraîne que ce qui se passe au Mali, au Burkina, au Niger, et j'en passe, au Tchad, etc., impacte tous les autres pays de l'Afrique. Et ce qui se passe en Russie, avec également les autres pays, impacte tout l'espace qui est concerné par la crise entre l'Ukraine et la Russie. Ce qui se passe en Italie impacte également la France. Je peux multiplier les exemples. Et donc, il y a une interconnexion entre le politique et l'environnement financier. Et c'est en cela que lorsque le politique ne se porte pas bien, lorsque des crises politiques sont constatées, elles impactent l'économique. Maintenant, comment est-ce que ces éléments se font sentir pour des pays qui ont des francs qui sont adossés à d'autres monnaies? Quand on prend les questions de risque de change, je ne suis pas financier, je ne suis que juriste. Cependant, on sait très bien que le franc CFA est adossé à l'euro, mais il y a d'autres francs qui sont adossés aussi à d'autres monnaies qui sont fluctuantes. Ce qui fait que lorsqu'il y a une crise politique, lorsqu'il y a une crise humanitaire, lorsqu'il y a une crise quelle qu'elle soit, elle impacte entre autres également la fluctuation des monnaies et entre autres les risques de change et autres indices qui permettent d'apprécier les importations, les exportations, selon que nos pays, nos économies sont des économies essentiellement d'importation ou d'exportation. Elles ont donc cet impact qui joue. On peut déjà parler de l'environnement des produits financiers ou des bourses régionales de valeurs mobilières, qui sont des bourses qui fixent des prix. Et ces prix varient en fonction du contexte économique, varient en fonction du contexte politique, varient en fonction de beaucoup d'autres facteurs que je ne voudrais pas citer pour m'en tenir uniquement à votre question. Donc, à cet égard, lorsqu'il y a une crise politique, cette crise politique influe sur les produits financiers, les marchés financiers. Et qui dit marché financier dit également banque de financement, dit banque d'investissement, dit banque de développement, qui sont associés à ces produits financiers, qui sont associés à ces secteurs financiers. Et donc, en ayant une crise politique qui influe sur le marché financier, ça influe sur les banques d'investissement. Et ce n'est qu'un exemple, hein, j'insiste, ce n'est qu'un exemple pour montrer comment est-ce que ces crises politiques peuvent impacter
justement des pays comme les nôtres à travers le financement de leurs économies. Parce que vous savez que nos économies vont rechercher parfois des capitaux, pas parfois, vont rechercher des capitaux sur les marchés financiers, différents types de capitaux. Vous avez également le fait que dès qu'il y a une crise politique, que ce soit les matières premières, elles prennent du prix, ça vous le savez. Et les investissements, si c'est dans le secteur des matières premières, votre investissement est systématiquement impacté. Que ce soit les matières infrastructurelles comme le fer, le béton et tout autre outil de construction infrastructurelle d'un pays, ça prend aussi du coût. Donc, vous voyez que parce que le pays est un pays qui n'a pas ces ressources-là, il faut faire venir ces ressources d'ailleurs systématiquement. Il y a un coût plus élevé de votre investissement alors que vous ne l'aviez peut-être pas prévu et c'est un investissement à long terme. C'est pareil pour le blé, c'est pareil pour le coton, c'est pareil pour tout ce qu'on peut donner comme exemple, dont la stabilité dans un pays ou dans un espace permet de mieux apprécier un investissement. Lorsque vous avez un contrat qui est basé sur un investissement et que vous savez que dans votre plan économique, vous allez rentabiliser votre investissement au bout de 30 ans et que vous savez que peut-être que dans 5 ans, le régime politique va changer, c'est normal que vous vous disiez qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir stabiliser mon investissement sur les 15 ou 30 prochaines années afin que, parce que le régime politique va changer, que cela n'influe pas sur mon investissement. Si vous êtes dans un pays où la stabilité politique, la transition démocratique est établie, un pays, permettez-moi de donner l'exemple du Bénin, où vous avez justement depuis 1960 une transition démocratique établie avec un renouvellement de la classe politique conformément à la Constitution qui se fait, vous appréciez de manière plus positive, bien entendu, votre investissement. Vous vous dites que même s'il y a des élections en 2026, en se basant sur l'antériorité démocratique et transitionnelle du pays, vous pouvez en tout cas avoir des indices et des raisons de croire que ce pays va permettre en termes d'indices politiques que vous puissiez continuer à investir. Mais si vous êtes dans un autre pays, je ne voudrais pas prendre pour ce cas-là un exemple, si vous êtes dans un autre pays où la transition démocratique ne s'est pas assurée de manière paisible ou de manière continue et permanente, vous êtes en droit de vous dire, ce peut qu'aux prochaines élections, non seulement le gouvernement peut ne pas être changé ou peut également être changé, mais également il peut y avoir une crise politique entraînant des émeutes, entraînant, voilà. Et donc, le risque politique, il est effectif et il impacte justement la prise de décision de l'investisseur qui peut refuser d'aller dans le pays X versus de venir au Bénin parce qu'il considère que le Bénin est plus sûr en termes sur la base du risque politique. On a tendance souvent à démultiplier les effets du risque politique en Afrique. Lorsque les agences de notation, lorsque les structures qui apprécient le risque politique utilisent des critères, utilisent des éléments d'appréciation qui ne sont pas contextualisés à nos réalités, c'est normal que le risque politique sous nos cieux soit gonflé. C'est normal que le risque politique sous nos cieux soit surévalué. C'est normal que le risque politique sous nos cieux fasse tellement peur à l'investisseur qu'il réfléchisse à 3 fois avant de venir y investir. C'est une parenthèse que je fais pour vous dire, avant même de répondre à votre question, il faudrait déjà que dans l'approche qui est la vôtre, dans la conception du risque politique en Afrique, que vous puissiez relativiser justement son impact. Une fois que j'ai fait cette précision, je dois tout de même admettre que le risque politique existe en Afrique, comme en Europe, comme en Amérique, comme en Asie. L'OHADA a quand même déjà fait le travail de l'amélioration du climat des affaires qui va avec les appréciations du risque politique pays. Mais il y a également un travail à faire au niveau des politiques, il y a un travail à faire au niveau des instances de la société civile, parce que ce n'est pas seulement ceux qui sont au pouvoir, c'est également ceux qui sont les contre-pouvoirs, contre-pouvoirs directs, donc le pouvoir judiciaire. Et ça, nous travaillons là-dessus pour assurer la sécurité judiciaire, éliminer ou réduire la corruption et autres. Mais à côté, il y a également le pouvoir législatif qui doit faire du travail dans le sens de réduire le risque pays. Il y a également la presse qui est, tout le monde le sait, un quatrième pouvoir, etc. Donc, tous les acteurs de la société civile, les parties prenantes d'un pays
doivent contribuer à améliorer la stabilité politique de ce pays-là. Et c'est donc le travail de tous, le travail de tous pour réussir à ce que lorsqu'on parle de la destination Bénin, qu'on puisse dire, ah, en termes de risque pays, voilà, il y a une transition démocratique, les trois pouvoirs sont vraiment, ils s'auto-régulent, etc. La corruption est réduite, la transition démocratique est assurée, l'Assemblée nationale constitue un contre-pouvoir, la presse, notamment vous, avec vos médias, vous êtes libres et vous faites un traitement également réel, pertinent et surtout documenté des questions que vous traitez. Donc, chacun, en réalité, a son rôle à jouer et le risque politique est associé à tout ce maillage-là qui, lorsqu'il fonctionne, permet justement de réduire et d'améliorer la destination d'un pays pour les investissements. L'un de ces défis-là, c'est celui du renforcement de capacité des acteurs juridiques et judiciaires. Et aujourd'hui, l'OHADA et l'ERSUMA en particulier a pris la pleine mesure en lançant justement des diplômes de spécialité qui sont des formations de moyen et de long terme qui se font par le biais des technologies de l'information et de la communication et qui permettent à un magistrat, un notaire, un avocat, un huissier de justice, un commissaire-priseur, un expert comptable de n'importe lequel des 17 États ou encore du monde entier de rester dans son bureau et de pouvoir être formé justement sur le droit WADA, sur la pratique des actes uniformes. Et je peux mentionner très rapidement le diplôme de spécialité en procédure avec l'option des procédures d'exécution qui permet, lorsque vous avez une difficulté et que vous voulez rechercher l'exécution forcée d'un titre que vous avez et qui vous donne de manière certaine, de manière liquide, le montant étant connu, de manière exigible, la date étant déjà arrivée à échéance, une créance, la possibilité d'aller vous faire aider par un professionnel pour recouvrer votre créance. Nous formons justement aujourd'hui tous les professionnels sur ces questions-là. Les autres défis, nous avons parlé des technologies de l'information et de la communication. Tout le monde sait aujourd'hui que quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle de formation à distance, quand on parle d'impact du droit et des technologies avec les visioconférences, avec les arbitrages en ligne, avec les procès en ligne, avec la cyberjustice, avec le traitement des données personnelles, tout ça sont des enjeux nouveaux que le juriste, le magistrat, l'avocat de cette décennie doit maîtriser. C'est clair. Donc, ça fait partie des défis que nous relevons au quotidien au niveau de l'École régionale supérieure de la magistrature. Une vision de faire de l'École régionale supérieure de la magistrature un centre d'excellence en matière de formation en droit des affaires OHADA et au droit communautaire, un centre d'excellence en matière de recherche, un centre d'excellence en matière de traduction et d'interprétariat en droit et d'offrir à nos acteurs juridiques et judiciaires de l'espace vraiment le meilleur en matière de renforcement de capacités. Et donc, cette vision-là se décline en action, en projet que nous avons programmé sur les 5 prochaines années et qui nous permettront, au-delà de la plateforme de formation virtuelle de l'ERSUMA, de pouvoir avoir des formations qui renforcent les capacités des acteurs sur des sujets très pointus, des sujets très pratiques, avec, bien entendu, en bout de ligne, non pas seulement des attestations, mais des diplômes. Donc, il y a des certifications professionnelles et des délivrances de diplômes professionnels qui constitueront désormais les résultats des activités de renforcement de capacité de l'ERSUMA. Nous voulons également, dans notre politique de digitalisation de l'École régionale supérieure de la magistrature, nouer des partenariats avec des bases de données scientifiques qui permettront à un chercheur, en étant à notre centre, de pouvoir accéder à la base de données de plusieurs universités internationales au monde et de pouvoir faire de la recherche sans forcément se déplacer, mais collecter le maximum de données pour son sujet, pour son projet de recherche. Les générations actuelles, en se basant sur le travail qui est déjà fait par les aînés,
sont de plus en plus en train de s'outiller pour pouvoir bâtir l'Afrique de demain. Cette Afrique-là qui appelle tous ses cadres à, un peu comme le faisait le roi Guizot avec sa jarre trouée, qui demandait à tous les fils du pays de joindre leurs mains afin de boucher les trous de la jarre et permettre de contenir l'eau. L'Afrique est à un tournant majeur de son devenir et les cadres comprennent de plus en plus cette nécessité de se mettre ensemble pour travailler au développement de l'Afrique.